Bonjour Marion. Bonjour à tous. Bon, est-ce qu'on suit les règles de radio où on fait semblant de se vous voyez ou on se tutoie? Bon, on se tutoie direct, hein. Est-ce que tu pourrais... là on a un Saint-Nectaire, donc comme beaucoup de villages dans le coin, il y a une partie haute, une partie basse. C'est ça. Et on s'est rencontrés au moment d'un assez particulier qu'on appelle le confinement, où on avait tous pas mal de temps. Et voilà, donc on est dans ton lieu, puisque tu vas nous le décrire. Et on s'intéresse avec Gérald et le journal d'un agrologue à ce pourquoi tu es arrivé ici avec ta famille, ce pourquoi tu as décidé d'y rester, et voilà, de parler de ton lieu qui s'appelle Épicurieuse, de ton engagement aussi auprès de la mairie, de ta connexion avec les producteurs locaux, avec justement Jean Casta, dont on vient de faire l'interview ce matin. Marion Lefebvre, le lieu, les Épicurieuses, c'est une épicerie, bar, salon de thé que j'ai monté donc en 2019, en juin 2019, l'ouverture, dans mon village à Saint-Nectaire, dans lequel j'habite depuis 2008. On a acheté ici avec mon mari donc, il y a bientôt 13 ans. Pour y construire notre famille, parce que c'est un petit village à la montagne, c'est ce qu'on attendait, avec un minimum de services, l'école, la boulangerie. L'école que vous avez fait réouvrir, plus ou moins, non? Non. En 2008, il y avait 19 enfants, donc elle était un peu en péril. Parce que la loi, c'est comment? Il faut qu'il y en ait combien pour que... Bon, on peut toujours trouver des dérogations, c'est pas... Mais bon, 19 enfants en 2 classes, ça commence à être vraiment critique comme situation. Et là aujourd'hui, cette année, ils sont 41. Donc on a été bien productifs, tous autant qu'on est, les jeunes, les nouveaux arrivants, on va nous appeler comme ça. Et puis ceux qui sont restés et qui ont fondé leur famille sur place aussi. Alors moi je suis arrivée en Auvergne en 2003, en fac de géographie, physique et environnementale, en licence 3, en 3e année. Parce que cette discipline était très reconnue à Clermont-Ferrand. Et donc je suis venue de Nantes, j'ai fait mon DUG à Nantes et je suis venue de Nantes pour faire mes études à Clermont-Ferrand. Études que j'ai poursuivies jusqu'au doctorat, du coup tu en parlais tout à l'heure, puisque du coup j'ai validé ma thèse de doctorat en 2013. J'ai fait tout mon cursus universitaire à Clermont, en dehors du DUG. Dans cette région que j'adore, qui m'a plus ou moins adoptée et que moi dans laquelle j'aime vivre, dans laquelle j'aime travailler. Et sur quel sujet tu... Alors mon sujet de thèse, c'était l'évolution, je la fais plus courte, mais c'était en gros l'évolution de la végétation dans les estives de la chaîne des Puys. Donc les estives, c'est des zones pastorales qui sont ancestrales sur le secteur de la chaîne des Puys, et j'étudiais les interactions entre l'évolution du pastoralisme, l'évolution de la végétation inhérente à ces évolutions de pratiques pastorales et le type de substrat. Les puits sont hyper intéressants dans ce sens-là, puisqu'on a toutes les expositions qui sont toutes les expositions nord, sud, est, ouest qui sont sur un même secteur. Parce qu'un puits c'est très localisé en fait, et donc du coup on peut vraiment analyser assez finement les évolutions en fonction des pratiques, etc. Ce sont des siècles un peu comme les Incas faisaient finalement. Effectivement. Et puis comme ça a eu lieu dans le secteur aussi depuis toujours en fait. Pratiques qui sont un peu oubliées aujourd'hui, mais qui sont vraiment fortes et qui font une diversité de paysages et qui ont fait aussi la reconnaissance du label UNESCO de ce secteur. Et qu'est-ce que ça veut dire, reconnaissance, tout ce travail-là que vous avez fait donc avec des géologues, avec des sociologues, enfin, il y a quoi comme discipline notamment qui travaille sur cette inscription-là? C'était un projet qui était lancé par le conseil départemental, qui s'est associé avec plusieurs experts. Donc il y avait des agronomes, il y avait des géologues, il y avait des géographes, des sociologues, des gens de terrain, des agriculteurs, les gens du parc naturel régional, des volcans d'Auvergne,
Bon, ça date un peu maintenant, donc je me rappelle plus toutes les mailles à partir. On était quand même assez nombreux. Et l'idée, voilà, c'était d'avoir une vue assez globale de tout cet ensemble, de tout ce qu'il pouvait apporter à la région, en tout cas en tant que reconnaissance. Et puis une reconnaissance d'un territoire qui est très particulier déjà d'un point de vue géologique, puisque un ensemble de puits comme ça, en continental, c'est un ensemble de volcans sur un territoire continental, c'est assez rare. On en voit dans les océans, on en voit dans le Pacifique, mais on en voit peu sur une zone vraiment continentale, comme c'est le cas ici, dans le Massif central. Et donc du coup, c'est parti de ça, à la base, cette singularité volcanique, géologique. C'est ça en fait, quand l'inscription, c'est pour montrer que c'est singulier. Il faut montrer que, oui, c'est quelque chose qui est un peu exceptionnel. Et donc nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que c'était exceptionnel, oui, par sa géologie, mais que derrière, il n'y avait pas que la géologie, il y avait les paysages, cette analyse de paysages, ces activités très diversifiées, un tourisme déjà existant, toute la liaison entre les différentes activités, à la fois touristiques, à la fois agricoles. C'est aussi un secteur qui est très proche de Clermont-Ferrand, donc qui est assez dynamique d'un point de vue urbanisation, de l'extension en fait de la ville de Clermont, qui du coup fait que les petits villages se retrouvent un peu dans la périphérie de Clermont, avec des problématiques d'artificialisation des sols aussi, de bétonisation, on peut dire ça comme ça. Donc c'était à la fois reconnaître cet ensemble et le préserver, tout en le laissant vivre. C'est un équilibre assez précaire à trouver. Il y a eu toute une étude sur les parcs naturels, comme autour du Queyras, les premiers, où finalement, quand on a breveté au tout début zone naturelle, c'est vrai que on en excluait les gens, on surprotégeait des zones où les gens ne pouvaient pas passer. Et là, à lire en fait le catalogue que tu m'as confié là sur l'inscription, j'ai découvert qu'il y avait un train jusqu'en 1920 qui partait de la gare de Clermont et qui allait sur le Puy-de-Dôme. Oui. Qu'après, le Puy-de-Dôme est devenu un parking géant à péage où il fallait payer 20 francs pour y monter. Et il y a justement c'est difficilement envisageable quand on débarque ici, que ça a permis de justement désartificialiser, et le Puy-de-Dôme est devenu l'endroit le plus visité de France après peut-être le Mont-Saint-Michel. Et je crois que cette digue qui mène au Mont-Saint-Michel a créé toutes sortes de complications géographiques, etc. Et toi, quand tu vois aujourd'hui, au travers en plus de ton lieu, tu as les échos des gens, tu reçois les gens, tu vois qui vient, qui sont les marcheurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Oui. Et comment tu le vois ça? Est-ce que tu es content d'avoir bossé tant d'années là-dessus? Je pense que c'est un peu comme tous les projets, il y a toujours des plus et des moins. Aujourd'hui, je pense que l'activité touristique, elle est plus forte qu'avant, c'est certain. La seule chose, c'est essayer de trouver l'équilibre pour pas trop pencher vers un tourisme de masse. C'est-à-dire comme la Côte d'Azur, en gros, où ça devient trop, et du coup, on ne pourra plus vendre ce que les gens recherchent, c'est-à-dire les grands paysages, la sérénité, le calme, le vert, les arbres, la nature. Et comment on fait pour éviter que ces photos... En essayant d'avoir différents pôles d'attractivité touristique, où du coup tout n'est pas concentré que sur le Puy-de-Dôme, comme tu le disais là. En fait, il y a plein d'endroits qui attirent les gens, et donc en faisant un peu le forcing pour faire connaître ces différents endroits et faire en sorte que les gens puissent se déplacer sur le territoire, et même s'ils vont venir peut-être pour voir le Puy-de-Dôme, au final ils vont pas passer une semaine en haut du Puy-de-Dôme, et puis ils vont aller voir le lac Pavin sur le massif du Sancy, ou visiter la ville de Clermont, ou aller voir Issoire, et du coup ils vont se dispatcher par ce biais-là, ils vont se dispatcher sur l'ensemble du territoire. On a un territoire qui est quand même très riche, un patrimoine qui est qui est hyper important. Et des activités géologiques gratuites et photographiques comme nulle part ailleurs. Bien sûr. Et toi qui es à la mairie, voilà, t'as en plus, qu'est-ce que tu fais à la mairie? Moi je suis adjointe au maire,
à la base plutôt dédiée aux problématiques environnementales et à la communication. Mais comme toute petite commune, on touche un peu à tout, hein, donc c'est un peu tous les dossiers, il y a beaucoup de dossiers à monter un peu toujours, hein, il y a beaucoup d'administratifs dans une mairie, ça se voit pas beaucoup, mais avant qu'un projet sorte de terre, il y a énormément d'administratifs et la lourdeur de l'administratif est toujours à prendre en considération. Donc j'ai pu travailler par exemple sur l'aire de camping-car qui vient de se créer en bas, sur l'installation effectivement de rodateurs sur le parking de l'église et vers Thermador en bas. On travaille aussi sur on suit de près la dynamique de l'école, les associations, toute la dynamique en fait qui fait qu'on a une commune qui est attractive, qui donne envie aux gens de s'y installer, d'y rester. Donc c'est des petites choses du quotidien, ça va de l'entretien des espaces verts pour moi aller jusqu'à un commerce qui peut aussi offrir un autre type d'offre sur la commune. C'est un effet boule de neige quand toi tu crées, les gens viennent ici, disent waouh, il y a Épicurieuse, alors que dans la partie basse il y a quand même une déshérence de tous ces magnifiques immeubles qui étaient la grande époque du thermalisme. C'est toujours un peu la problématique des villes thermales, qu'elles soient encore en activité ou pas. Nous, on ne l'est plus, du coup. Et vous ne le saurez plus. Bon, est-ce qu'on souhaite l'être ? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas un objectif en soi. Ça fait un peu ville fantôme quand même. Qu'est-ce qui apporterait plus en fait le fait d'avoir à nouveau les thermes ? Est-ce que les thermes feraient que les bâtiments qui aujourd'hui sont en déshérence complète soient repris ? Pas forcément. L'activité touristique aujourd'hui, le Covid encore plus, nous montre que là depuis 2 ans on a une dynamique au niveau urbanistique qui est énorme. Que la rue qui est au-dessus de la mienne, mes enfants l'appelaient la rue des maisons à vendre. Aujourd'hui, il en reste 1 sur 6 en 2 ans, pour certaines qui étaient en vente depuis plus de 15 ans. Donc, qu'est-ce qu'apporterait le thermalisme ? J'ai rien contre le thermalisme, hein, je dis pas que c'est bien ou mal, mais qu'est-ce que ça apporterait de plus ? Mais le Mont d'Or et la Bourboule, par exemple, il y a des... il y a des friches énormes au Mont d'Or et à la Bourboule. Oui, mais là, il y a des immeubles du Crédit Agricole qui se rachètent, des projets. Ouais, il y a une spécificité des villes thermales ici, ça. Vous avez des problématiques... C'est-à-dire que c'est des bâtiments qui ont été construits relativement vite. Un aménagement urbain qui s'est fait... Généralement, on parle d'aménagement urbain quand ça se fait sur des décennies. Les villes thermales, elles sont sorties comme des champignons, c'est-à-dire que c'était beaucoup de vitrines. Il fallait que ce soit flambant neuf, il fallait que ce soit beau. C'était pas forcément fait pour que ça dure. C'est quelle époque ça ? 19e. Et qui venait ? C'était des... Des entrepreneurs. Non, et qui étaient les curistes ? Les curistes, oui, la plupart c'était des gens qui venaient des villes, de Paris, de Lyon. Il y avait des gens locaux, mais la plupart c'est des gens qui venaient des grandes villes. Mais aujourd'hui, pour moi, je parle pas en tant qu'élu, je parle de moi. L'activité touristique telle qu'on l'a aujourd'hui sur le secteur est plus importante que ce que pourrait apporter le thermalisme à Saint-Nectaire en tout cas. Knocking on the doors of hell, just to see your face again, faith again in me. But the devil won't answer my call. Have you ever seen an angel fall? Fire on the mountain, no. Fire on the mountain top. Oh no.
Should I really say that I'm sorry? Girl, you're tripping on that Molly. Hear my words, they all Ollie. Broke my heart, now I'm lonely. Fire on the mountain, no. Fire on the mountain, no. Oh no. Vous venez d'écouter Fire on the Mountain de Gérald Déazon. Retrouvons tout de suite notre invité Marion. Il y a l'hôtel Hermitage qui est à Saint-Nectaire-le-Bas qui est en train d'être transformé en appartement, qui était un hôtel. Il y a une grosse résidence vers le Mercure qui a été rachetée, qui est déjà en appartement. Il y en a 17 qui sont soit en location à l'année, soit en Airbnb. Pour moi, la dynamique, là, depuis une petite dizaine d'années, elle est là, elle est déjà présente. J'entends dire que dans d'autres villes thermales, il y a un manque d'habitation à louer 3, 5 000, 10 000 personnes. Et donc, on fait du Airbnb et on chasse les habitants locaux qui travaillent dans les boutiques et qui ne peuvent plus y vivre. C'est pour ça qu'à Saint-Nectaire, là, on est sur un gros projet avec Eiffage Immobilier pour la création d'une résidence multigénérationnelle de 20 habitations vers la piscine, là-bas, vers Thermador, et qui sera dédiée à du logement à l'année. Qui sera à la fois du logement pour des saisonniers, donc des petits studios, qui sera aussi des appartements un peu plus grands pour accueillir des familles. On appelle ça des logements passerelles, c'est-à-dire que les familles arrivent, elles sont en location, elles s'installent, elles ont un hébergement qui est de qualité, elles restent là 2-3 ans, et puis elles ont le temps de mieux connaître le secteur et peut-être d'acheter une maison ou un plus gros appartement si elles veulent rester en appartement. Et les cités thermales ne peuvent pas être restaurées du fait qu'elles étaient construites à la va-vite, comme tu dis, ça coûte trop cher. Et si on prend par exemple le monument emblématique auquel tout le monde pense à Saint-Nectaire, qui est celui, l'ancien hôtel de Paris qui est en face du Mercure, il y a à peu près 4 millions d'investissements. Donc c'est pas... Enfin, il y a au minimum 1 million d'investissements à y mettre. Mais au niveau agronomique, justement, la dernière fois on disait que tu as acquis un petit bout de terrain à Saint-Nectaire-le-Bas et que tu essayes de faire une expérimentation. Ouais, c'est une tentative infructueuse cet été avec le magnifique temps estival qu'on a eu. Et puis clairement l'été, j'ai tellement de monde à la boutique, m'occuper de mon jardin, j'ai pas eu le temps. Et c'est quoi, c'est un jardin médiéval ? C'était l'idée d'un jardin médiéval, oui, avec des plantes aromatiques, des plantes médicinales, des fleurs, un peu de potager, etc. En différents carrés, bien agencés, etc. Donc bon, là seulement, les carrés sont plus ou moins déjà dédiés. Le résultat pour cette première année est plus que mauvais, mais je compte m'y remettre au printemps. Mais on a l'impression quand même que ce genre d'endroit comme celui que vous avez créé, déjà c'est, comme tu disais, ton habitation principale, tu vis au-dessus, c'est une manière, c'est comme ça qu'on faisait avant, c'est comme ça que les boutiques étaient faites et oui. Dans beaucoup de régions françaises où on vit de certaines images d'Épinal, ce genre d'endroit finalement n'est pas fréquenté par les paysans, n'est pas fréquenté par... et ils sont hors sol finalement. Mais ici, on croise tous ces gens-là. Les paysans viennent chez toi Ah oui. Bon, pas tous, parce qu'ils ont aussi beaucoup de travail, donc ils n'ont pas forcément le temps de venir boire un coup ou discuter, mais j'en ai déjà vu plusieurs, oui. De toute façon, ceux qui te fournissent... Déjà ceux qui me fournissent, les producteurs, oui. Après... En Saint-Nectaire, bien sûr, ils viennent ici, mais je veux dire, au sens du... Tu vends quoi d'autre ? Il y a les producteurs qui, certes, viennent, et puis il y a les paysans en tant que clients. Je pensais que tu parlais plus en tant que client. Mais du coup, oui, évidemment, ça peut être les deux, oui, forcément. Mais les producteurs, quand ils viennent, c'est pas des clients, je leur offre un café. Et donc là, tu vends quoi sur tes étagères ? Là, on voit derrière que tu as des savons, les mains sales. Oui, les mains sales, elle est de Saint-Floré. C'est un petit village qui est pas très loin d'ici.
C'est une dame qui est productrice, qui est en reconversion aussi depuis plusieurs années, reconversion professionnelle, et qui a créé toute sa gamme de savons, baumes, et avec laquelle je travaille depuis le début. Je connaissais déjà ses produits avant d'ouvrir, et donc du coup, dès l'ouverture là, de 2019, j'ai commencé à travailler avec elle. Et je crois qu'elle fait 16 000 savons par an et son atelier fait 18 mètres carrés. Ah, c'est tout petit, ouais. Ah ouais, elle se donne à fond, elle fait beaucoup de marchés de Noël, elle a pas mal de points de vente, ouais. Ça marche bien. Tu vends aussi des cartes postales et aussi des... Je vends des vins, des cartes postales, du fromage bien sûr, de la charcuterie, je vends beaucoup de produits bio, pas que. J'ai de l'épicerie en vrac, j'ai des petits produits annexes qui me plaisent parce que je suis toujours curieuse de tout, d'où le nom des épicurieuses. Je vends des bouquins, j'ai de la vaisselle, de récup, j'ai des livres de récup, des jeux. Des fois, voilà, j'ai une nouvelle envie, je la développe. C'est l'avantage d'être chez soi, c'est que du coup, il n'y a personne pour te dire de ne pas le faire. Et tu as une très jolie terrasse qui donne sur... Sur l'église, ouais. Et, qui fait de récup, de chaises dépareillées, d'assiettes... Donc on parlait de l'école, des enfants, là vous êtes aussi, il y a quelques années, c'était un endroit très isolé, Saint-Nectaire. Très isolé, il y a toujours eu une activité touristique. Niveau climatique. L'église amène quand même 180 000 visiteurs par an. Hein. On est 740 habitants. Bon, ça fait quand même... C'est pas rien en soi, loin de là. Et on évalue à peu près la fréquentation touristique globale sur Saint-Nectaire avec tous les sites de visite et donc les entrées qu'on peut cumuler, les entrées payantes qu'on récupère des fontaines pétrifiantes, des grottes du Cornador, la maison du fromage, enfin tous les sites de visite qui peuvent nous donner des informations. On estime à peu près à 365 000 visiteurs par an sur la commune. Donc on est 740, on est 15 élus. On a une toute petite école et il faut en permanence qu'on jongle entre la vie de nos habitants qui nous ont élus, nous en tant qu'élus, et puis en tant qu'habitants, notre vie à nous, du quotidien, c'est-à-dire aller chercher notre pain à la boulangerie, avoir un rendez-vous chez le médecin, pouvoir voir une infirmière quand on a besoin. Et puis accueillir tous ces visiteurs qui ne dorment pas forcément sur place, qui sont de passage, mais qui vont aller manger dans un restaurant, dormir à l'hôtel, dans un camping, etc. L'été, on passe à 5 000 habitants semaine, on va dire. Enfin, pas habitants, mais on passe à 5 000 personnes semaine sur la commune. Ça veut dire une ville assez propre pour accueillir les touristes, ça veut dire... de l'entretien, ça veut dire un certain service communal à dédier, etc. Donc il faut jongler sans arrêt en fait entre cette activité touristique qui est là et qui nous fait vivre. Enfin moi la première, mon commerce il n'existerait pas à Saint-Nectaire s'il n'y avait pas autant de touristes. À l'année je ne vivrais pas qu'avec les habitants. Enfin un établissement comme le mien, dans une commune de 740 habitants complètement perdu, pas du tout touristique, je ne vivrais pas. Mais c'est un bureau des doléances en dehors de la hors-saison ou c'est... Ça je suis élue, donc de toute façon où que j'aille, que ce soit chez moi ou dans un commerce, c'est toujours un bureau des doléances. Mais j'ai été élue pour et je l'assume, c'est pas un souci ça. Et je veux dire, avoir un écho, ça te donne... On reproche toujours aux édiles d'être loin des réalités. Là, même si tu le voulais, tu ne le serais pas. Oui, après dans le monde rural, c'est différent de la politique nationale. On est... les élus de proximité, comme on nous appelle, en tout cas communaux, on ne peut pas faire autrement que d'être en lien direct avec nos concitoyens. On est comme eux en fait. On vit avec eux, on a les mêmes problématiques, on est au même endroit, on vit au même endroit. Il y a moins ce clivage, je pense, dans nos petites communes, dans les communes en général, et les petites particulièrement, que dans les grandes villes ou que sur la politique nationale, ou même sur des élus de département ou de région. Et le rapport entre Clermont, là on parlait de touristes, mais il y a aussi beaucoup de tourisme de Clermont-Ferrand. Oui. Et les gens viennent dormir Ah oui, il y a des Clermontois qui viennent passer un week-end sur Saint-Nectaire. J'ai même, c'était ma grande joie pour la rouverture des terrasses à la Pentecôte. J'ai des Clermontois qui sont venus faire leur première terrasse à Saint-Nectaire chez moi, qui n'étaient même pas des amis, qui étaient des clients qui avaient découvert et qui voulaient revenir ici.
Donc oui, il y a une clientèle clermontoise, d'histoire aussi, des villes qui viennent parce que finalement c'est pas très loin et que c'est un grand bol d'air par rapport à leur environnement proche en tout cas. Franc Macron né un solstice d'hiver. Franc Macron programme l'Orient solaire. Franc Macron où sont tes frères de lumière, cachés dans l'ombre de tes mots plus qu'amers. Personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te sauver sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te sauver sous les branches de l'acacia. Où sont passés les vrais chevaliers? Je vois que les bourriques vous ont remplacé. Faites le ménage ou ça va saigner. Tous les symboles se sont inversés. Les droits de l'homme sur le crucifix. Ce sont nos enfants que l'on sacrifie. Ce sont vos enfants que l'on abrutit. Derrière les secrets de la belle Lucie, l'équerre est tordu. Depuis que la bête vous a mordu, le compas est fendu. Tu te dis libre mais t'es vendu. Ça prie Isis et même Osiris. Derrière la science et le cartésianisme. Franc Macron né un solstice d'hiver. Franc Macron programme l'Orient solaire. Franc Macron où sont tes frères de lumière, cachés dans l'ombre de tes mots plus qu'amers. Personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te sauver sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te sauver sous les branches de l'acacia. Où sont passés les vrais chevaliers? La droite, la gauche semblent divisées devant les journaux télévisés. Pourtant tous les mêmes qui veulent nous briser. Qu'est-ce que tu me parles de démocratie quand ça passe tes lois sous le manteau? Qu'est-ce que tu me parles de laïcité et tous ces rituels derrière le rideau? Georgia Guidestones, vous êtes complètement stone. Énergie libre, ouais, on a déjà ce qu'il faut. Bill Balbel, la source de nos problèmes. Marianne, ma belle, bientôt fini les quenelles. Franc Macron né un solstice d'hiver. Franc Macron programme l'Orient solaire. Franc Macron où sont tes frères de lumière, cachés dans l'ombre de tes mots plus qu'amers. Personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te sauver sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. Personne ne viendra te sauver sous les branches de l'acacia. Franc Macron né un solstice d'hiver. Franc Macron, personne ne viendra te pleurer sous les branches de l'acacia. De l'acacia, ouais, de l'acacia. De l'acacia, ouais, ouais, de l'acacia. Oh non, 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 non. Vous venez d'écouter le morceau Franc Macron de Gérald Déazon. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre interview avec Marion de l'Épicurieuse. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous avez aimé ce contenu. À très bientôt.